Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Dans ce troisième volet de la série Impression 3D pour débutants, on va parler de la disposition d'une pièce qu'il faut faire sur le plateau virtuel de ta machine dans ton slicer en vue de son impression. Et je te rappelle que ces tutos sont liés entre eux, donc je t'invite à les regarder dans l'ordre. Tu pourras les retrouver simplement dans la playlist Impression 3D sur la chaîne. Et je te rappelle également que moi tout ça je sais déjà le faire et que c'est plus dans un esprit de partage de connaissances et d'entraide que je t'ai concocté tout ça. Donc en retour, j'attends de toi deux petits gestes simples que tu connais, c'est le petit pouce et le commentaire sous la vidéo, c'est gratuit et ça fait plaisir. Alors même s'il existe des petites différences en fonction du type d'imprimante, qu'elle soit filament ou résine, tu vas voir que le principe de raisonnement est le même. Et la disposition d'une pièce est la première opération que tu vas faire en important ton modèle dans ton slicer. Et l'orientation que tu vas donner à ta pièce est déjà cruciale puisqu'elle va directement impacter son degré de facilité de réalisation, sa qualité et son temps d'impression. Et le but va tout simplement être de trouver le meilleur compromis de tout ça. Alors je conçois que parfois le temps d'impression on s'en fout et on va miser davantage sur la qualité. Mais tu vas voir qu'on peut conserver une très bonne qualité et qu'avec un peu de jugeote on peut néanmoins gagner en temps d'impression. Alors ça va être compliqué de parler de disposition sans aborder le thème de la préparation, notamment avec les supports d'impression. Mais je vais être obligé d'aborder un peu cette thématique dont je te parlerai dans un prochain épisode dont on parlera justement de la préparation. Parce qu'en pratiquant, tu verras que ce sont des choses auxquelles tu finiras par penser naturellement, intuitivement, parce que tu vas voir que tout est lié et qu'en disposant ta pièce, tu anticiperas la préparation, tu finiras par faire ça de manière naturelle. Pour commencer, on va rapidement rappeler que pour une imprimante résine, le temps d'impression est uniquement lié à la hauteur de tout ce qui se trouve sur le plateau. Qu'il y ait une seule pièce ou que le plateau soit plein. Peu importe, c'est la hauteur de la pièce la plus haute sur le plateau qui définira le temps global d'impression, puisque ce sont la configuration de chaque pochoir de chaque couche qui sera différente. Que ça laisse passer les UV à un seul endroit ou à plusieurs endroits pendant le même temps d'exposition, peu importe. Le temps d'exposition de chaque couche est le même. Que le plateau soit peu rempli ou complètement rempli. Je te rappelle une nouvelle fois que je t'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le sujet pour t'expliquer le fonctionnement d'une imprimante résine. Si tu es curieux, je t'invite à aller la voir. Contrairement à une imprimante filament où là ça dépend de tout, qu'il y ait une seule pièce à imprimer mais qui est grosse ou plusieurs pièces sur son plateau, bah, tu comprends bien que la buse doit aller déposer du filament partout pour chaque couche. Donc au plus c'est grand ou au plus il y a de choses et au plus chaque couche prend du temps. Bien entendu que sur les deux types d'imprimantes, je fais abstraction de l'épaisseur de couche, que ce soit en filament ou en résine, et tu as bien compris, je te l'ai expliqué dans la précédente vidéo, qu'au plus on fait de couches fines, au plus il en faut pour constituer l'intégralité de ton modèle, c'est logique. Et que donc au plus il y a de couches, et au plus le temps d'impression est long. Donc je fais volontairement abstraction de cette épaisseur de couche, puisque là c'est pas le sujet. Mais mis à part ça, l'orientation que tu vas donner à ta pièce va engendrer plus ou moins de contraintes de réalisation. La première contrainte à prendre en compte, c'est le porte-à-faux. Le porte-à-faux, c'est quoi? Tu connais très certainement l'expression avoir le cul entre deux chaises. Bon, si tu essayes, tu vas voir que si on t'enlève une des deux chaises, tu tombes. Et donc, tu peux pas en sacrifier une par rapport à l'autre parce que c'est l'équilibre. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Il y a des situations où des personnes qui vont te poser une question, qui vont te mettre en porte-à-faux. C'est-à-dire que, par exemple, si on te demande lequel de tes enfants tu préfères, tu veux pas en sacrifier un par rapport aux autres. Donc, la seule réponse que tu peux donner, c'est que tu les aimes tous pareil. Parce que cette question-là te met en porte-à-faux, en équilibre qui ferait que tu te trouves dans une situation délicate qui te ferait tomber d'un côté ou de l'autre. Et bien en impression 3D, ça va être un peu la même chose, mais on va plutôt parler d'angle de porte-à-faux, c'est-à-dire, c'est la capacité de pouvoir continuer à construire quelque chose sans avoir besoin d'un soutien particulier. Pour une partie de construction qui se retrouverait dans le vide. On va pouvoir continuer à construire à partir d'un certain angle de porte-à-faux. C'est-à-dire qu'au-dessus d'une certaine valeur de cet angle de porte-à-faux, la construction peut continuer d'être réalisée, mais qu'en dessous de cette valeur, il y a des chances que ça se passe moins bien sans l'élaboration d'un support de maintien. Alors je ne dis pas non plus qu'il ne faudra pas mettre de support lorsqu'on sera confronté à ce type de réalisation, parce que selon les pièces, selon la grosseur de la pièce, il faudra très certainement aussi mettre des supports plus de maintien physique, pour éviter par exemple qu'avec le poids de ce qui doit être imprimé en porte-à-faux ne fasse décoller
le reste de la pièce du plateau pour gâcher ton impression, ou éviter que la pièce se brise, je ne sais pas. Ça dépend pour chaque cas eh bien, de la configuration de la pièce, de sa grosseur, du poids qu'elle fait. Il y a bref tout un tas de raisons, mais là encore, ce sera plus des supports physiques de maintien que des supports techniques pour la réalisation, pour pouvoir prévoir le dépôt de la matière. Par exemple, si on prend l'exemple d'une arche, la machine va être capable de déborder légèrement dans le vide à chaque couche tout en restant attachée à de l'existant pour continuer sans problème sa construction. En revanche, tu te rends bien compte qu'avec une partie plate qui apparaîtrait d'un coup avec du vide en dessous, eh bien, si des supports d'impression n'ont pas été prévus, eh bien, la matière va tout simplement se retrouver dans le vide sans être accrochée à une partie existante et tu vas vite avoir un résultat catastrophique. Pour faire le rapprochement avec de la maçonnerie, eh bien, pour pouvoir continuer à construire au-dessus de la baie vitrée de ta maison, eh bien, les maçons ils ont mis en place des étais. Eh ben, les étais, c'est ni plus ni moins des supports qui font la liaison avec le sol et qui soutiennent l'édifice qui continue d'être construit au-dessus d'eux. Donc tu vois que ce porte-à-faux ne doit pas être négligé, que c'est pas compliqué à comprendre, que c'est comme dans la vraie vie, et que si une partie d'un objet imprimé, comme par exemple mon bras, se retrouve dans le vide, eh bien il vaut mieux donner un petit peu d'angle à tout ça, de sorte à avoir un angle de porte-à-faux qui soit facilement réalisable, facilement imprimable par ta machine. Donc pour essayer de minimiser ces porte-à-faux ou de les supprimer complètement lorsque c'est possible, tout en gardant une bonne qualité d'impression et d'essayer d'optimiser le temps d'impression, eh bien tu vas imaginer tout simplement que tu vas orienter ta pièce dans un bac qui va progressivement se remplir d'eau et que la surface de l'eau qui monte petit à petit correspond à la couche qui est en train d'être imprimée et que dans l'absolu, la meilleure orientation de ta pièce serait d'avoir toujours une continuité entre ce qui vient d'être imprimé et ce qui va l'être, qu'il n'y ait pas d'interruption. Et encore une fois, ça c'est dans l'idéal, mais des fois on ne peut pas faire autrement. C'est au moins de faire en sorte qu'il y ait le moins de petites parties isolées de ta pièce qui forcément vont devoir se rejoindre à un moment. Alors je vais te montrer beaucoup d'exemples, parce que c'est avec les exemples qu'on comprend le mieux. Si on prend l'exemple d'un bonhomme que tu voudrais imprimer, eh bien à un moment le niveau monte et il va falloir commencer à imprimer ses mains. Et s'il n'y a pas de support prévu, eh bien dans le cas d'une imprimante filament, eh bien, le filament il va commencer pour chaque couche à déposer du filament dans le vide, il va pouvoir se rattacher à rien du tout, et puis tu vas vite te retrouver avec des spaghettis partout et tu auras foiré ton impression. Et dans le cas d'une impression résine, eh c'est exactement pareil, si des supports n'ont pas été prévus depuis le départ pour pouvoir soutenir au moment voulu le début d'impression de ces petites mains, eh bien les pochoirs vont laisser passer la lumière des UV à ces endroits-là, et puis petit à petit, eh l'impression va continuer, mais tu vas te retrouver avec des galettes au fond du bac de résine, puis ta figurine au final ce sera un homme tronc avec deux galettes qui seront restées coincées, collées au fond de ton bac de résine. Tu auras des galettes correspondant à ces deux bras au fond de ton bac de résine. Et tu vois où je veux en venir? Eh bien c'est que peut-être tu es en train de te dire qu'il aurait peut-être mieux valu tourner le bonhomme dans l'autre sens et qu'au fur et à mesure de l'impression, tout aurait été continu et lié. Et tu as raison, et si tu commences à comprendre ce genre de choses, eh bien tu as fait un grand pas en avant. L'impression 3D, c'est pas magique. Ça peut pas imprimer des choses qui se retrouvent dans le vide sans être supportées au préalable. Support que tu peux soit supprimer, soit au moins minimiser. Pourquoi? Déjà en impression résine, que tu mettes ou non des supports, si tu as bien compris, ça ne va pas influencer le temps d'impression, hein. Ça va uniquement influencer la configuration des pochoirs où les UV passeront, en plus de constituer la pièce, ils passeront pour aussi constituer les supports, mais les supports ne seront jamais plus hauts que la pièce, donc ça n'influera pas sur le temps d'impression d'une pièce en impression résine. En revanche, au plus il y a de supports, au plus ça consommera de la résine. Pour une imprimante filament, non seulement tu vas consommer du filament pour l'élaboration de ces supports, mais tu vas également passer beaucoup plus de temps d'impression. Et oui, il faudra du temps pour imprimer la pièce et également du temps pour aller déposer du filament fondu pour l'élaboration de ces supports. Donc tu vas là augmenter le temps d'impression. Donc tu vois que selon l'orientation, la disposition que tu vas donner à ta pièce, ça influe sur pas mal de choses que j'espère que tu commences à comprendre. Maintenant je t'ai dit également que le meilleur compromis à trouver était également et surtout de privilégier non pas le temps mais le résultat attendu et donc la qualité d'impression. Parce qu'imprimer une merde en peu de
temps, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Et je te rappelle également une nouvelle fois que moi je privilégie l'impression 3D filament pour tout ce qui est objet fonctionnel, support, boîte de rangement, etc. Et l'impression résine, au contraire, pour tout ce qui est figurine, objet pour mes dioramas, bref, des objets un peu plus détaillés. Alors on va continuer avec des exemples, parce qu'à mon sens c'est avec des exemples qu'on comprend aussi beaucoup mieux les choses, et je vais te montrer tout ça dans les slicers directement. Mais avant ça, on va parler du type de fichier qu'on importe dans ces slicers justement. Alors il y en a quelques-uns, mais la principale extension de fichiers que tu vas rencontrer majoritairement dans le monde de l'impression 3D, ce sont les fichiers avec l'extension STL. Tu sais très certainement ce qu'est une extension de fichier, tu sais, ce sont les 3 petites lettres qu'il y a juste après le point à la dénomination d'un fichier. Par exemple, XLS lorsqu'il s'agit d'un tableau Excel, Doc ou DocX quand il s'agit d'un document Word, ou PDF quand il s'agit d'un document PDF. On appelle ça comme ça. Et bien là, tout simplement, les fichiers d'impression 3D, très généralement une extension .stl. Et c'est ce type de fichier qu'on importe tout simplement dans un slicer, soit en réalisant un glisser-déposer. Alors un glisser-déposer, c'est tout simplement, si tu as 2 écrans par exemple, de venir sélectionner ton fichier dans ton explorateur de fichiers en maintenant le clic gauche de ta souris et en le glissant directement dans la fenêtre du slicer sur l'autre écran. Ou tu peux directement, à partir de ton slicer, faire ouvrir ou importer et aller chercher dans l'explorateur de fichiers le fichier avec cette extension STL de l'objet que tu veux imprimer. Dans cet autre exemple, où pour l'occasion j'ai modélisé rapidement un vase, tu vois qu'en l'ayant positionné sur son fond de manière judicieuse, parce que c'est la position qui ne présente aucun porte-à-faux, et qu'à première vue c'est la position qui offrira également la meilleure qualité d'impression, notamment sur les surfaces planes, et bien que son temps d'impression est d'environ 8 heures. Alors que pour une raison qui n'est autre que pour t'illustrer un bon positionnement, j'avais envisagé de le positionner à l'envers, chose pas judicieuse du tout, tu vois que le slicer lors du découpage a prévu seul l'élaboration des supports qui seront bâtis au fur et à mesure de chaque couche, en vue de pouvoir imprimer le fond du vase à la fin, qui se retrouve bien cette fois-ci en porte-à-faux. Choix pas judicieux parce que la qualité d'impression de l'intérieur ne sera pas autant belle que dans le positionnement précédent, que ça va utiliser beaucoup plus de matière pour ces supports, et qu'en plus le temps d'impression passe cette fois-ci à un peu plus de 13 heures. Encore un autre exemple avec une forme simple dont je vais encore une fois positionner dans différentes positions pour que tu comprennes qu'en fonction de l'orientation, le slicer va déterminer tout seul lors du découpage son besoin d'élaborer plus ou moins de supports, surtout de maintien parce que cette pièce ne présente en soi aucun porte-à-faux non imprimable, qu'a priori, quelle que soit sa position, la qualité d'impression serait encore correcte, mais en revanche qu'en fonction de son orientation, tu vas voir que son temps d'impression est grandement impacté, de même que la consommation de filaments. Tu peux d'ailleurs voir sur ce second positionnement qu'on a en plus une discontinuité puisque 2 parties de la pièce sont imprimées séparément pour finir par se rejoindre, et qu'on pourrait éviter ça, qu'on a encore de la consommation de filaments pour des supports et encore un temps d'impression élevé. D'autant que pour ce type de pièce, il suffisait sans grand mystère de simplement la positionner à plat sur le plateau pour avoir le meilleur compromis. Une continuité, pas de porte-à-faux, pas de support et un temps d'impression assez court. Mais encore une fois, il s'agissait de t'illustrer au mieux le choix du meilleur positionnement. On va passer maintenant à l'exemple de positionnement d'une pièce sur un plateau d'imprimante résine dans Litchi Slicer, mais il est bon avant ça de te rappeler que la particularité d'une imprimante résine par rapport à une imprimante filament, c'est qu'on prend généralement l'habitude d'incliner les pièces pour minimiser les surfaces de décollement du fond du bac de résine. Sur une imprimante filament, tu peux positionner les surfaces planes, même grandes, directement sur le plateau, parce que la pièce va rester collée sur le plateau et on ne va faire qu'apporter de la matière par-dessus. Alors que sur une imprimante résine, à chaque fois qu'une couche vient d'être durcie, la pièce doit être bien accrochée au plateau parce que celui-ci va devoir décrocher la pièce du fond du bac de résine pour que la résine liquide puisse reprendre sa place, que le prochain pochoir puisse être illuminé, qu'on puisse continuer l'impression. Et donc pour favoriser ce décollement, au plus les surfaces d'adhérence sont petites, au mieux c'est. Et il peut donc arriver que si les surfaces d'adhérence sont trop importantes, en tout cas que la résistance occasionnée soit supérieure au maintien de la pièce sur le plateau, et bien que la pièce finisse par se décoller de ses supports, que tout finisse collé au fond du bac et que tu rates ton impression. C'est pour ça aussi, comme je te l'expliquais dans le précédent tuto, qu'il existe aujourd'hui des films offrant plus ou moins de résistance, comme par exemple les films ACF qui équipent les imprimantes rapides d'aujourd'hui. Alors pour l'exemple, si tu voulais imprimer une baguette de pain,
au lieu de la positionner à plat, parce que tu comprends bien qu'en tranchant horizontalement cette baguette de pain, on obtiendrait une surface d'adhérence énorme, alors qu'en l'inclinant légèrement, eh bien en la découpant horizontalement, on obtiendrait des tranches plus petites, donc des surfaces d'adhérence moins grandes. Alors après avoir importé le buste d'une figurine qui se compose de 3 pièces, je commence par positionner la partie principale de manière inclinée vers l'arrière, de sorte à ne pas avoir de support sur la face avant, notamment sur le visage. De vérifier par exemple par rapport à son petit nez que le porte-à-faux reste imprimable sans support, sinon je l'inclinerai davantage pour qu'il pointe davantage vers le haut. Bref, pour le coup, dans l'impression résine, tu as compris qu'on mise davantage sur la qualité d'impression et la facilité de réalisation, plutôt que sur le temps d'impression qui passe davantage au dernier plan. On préfère positionner les pièces pour éliminer le plus possible les petites parties isolées en favorisant les continuités et également l'absence de support sur des parties visibles qui pourraient être disgracieuses en laissant des petites marques lors de leur retrait. Maintenant passons à ses bras et tu vois que si je laisse celui-ci dans cette position, je vais te montrer qu'il n'est pas suffisamment incliné parce qu'en me servant du curseur sur la droite, je vais observer qu'il apparaît des discontinuités que je peux facilement éliminer en inclinant le bras davantage et qu'en revérifiant, tout peut être lié du début à la fin. Alors dans ce troisième tuto, j'espère avoir fait au mieux avec de nombreux exemples pour te parler de cette première étape très importante qui concernait le positionnement de tes pièces sur le plateau de ton slicer, que tu as compris les notions de base qui sont de minimiser les porte-à-faux ou les parties isolées, que c'est mieux d'avoir une continuité de ta pièce du début à la fin, même si des fois c'est pas possible. Je t'invite donc maintenant à t'exercer sur différents slicers en important des pièces et en les plaçant dans diverses positions, en effectuant plusieurs tranchages, plusieurs découpages, oui parce que slicer ça veut dire découper, trancher, pour constater l'effet que ça peut avoir et essayer de trouver le meilleur compromis. Ça te permettra aussi de te familiariser avec les différents logiciels de slice. Dans le prochain tuto, on verra la deuxième étape qui est la préparation. En attendant, comme d'habitude, j'attends tes retours avec le petit pouce et le commentaire si le contenu de cette vidéo t'a plu. Et que si tout ça t'intéresse, tu peux toujours t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle également que dans la description de la vidéo, tu peux retrouver tous les bons plans, des codes de réduction dont tu peux profiter, n'hésite pas à aller voir. Que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!